Well, good afternoon, everyone. So instead of a Minister of Finance coming to this August chamber and presenting a plan to fight inflation, instead Canadians received a lecture from their Finance Minister at a $1,000 a table lunch in Toronto. Very odd backdrop for a Minister of Finance of a so-called progressive government. So rather than coming forward with a plan to fight inflation, one that would, for example, give Canadians a break at the pumps, one that would help them be able to afford groceries, one that would be able to help them pay for their mortgage as it goes up. Instead, today, Canadians got a lecture from a podium saying that they have it so good, but it's because of world events. And that Chrystia Freeland, rather than working hard until midnight, every night with her deputy, trying to come up with plans to help Canadians in their hour of need, the ones that are struggling right now, instead she said that her approach would be hurry up and wait. It's unfortunate because Conservatives have been proposing ideas consistently, pragmatic ones that can help us get through this, but instead Chrystia Freeland re-announced programs that are already indexed to inflation. So rather than helping people in their everyday lives today, instead they have to wait until the next inflation update on their old age security or their Canada Child benefit. So we don't believe that what Chrystia Freeland has put forward is going to help with the struggles Canadians are going through right now, and we are going to continue to press the government by presenting pragmatic solutions. Now, the government so far continues to reject all of them. But when they reject our suggestions, they are not hurting us. It is Canadians right now that are looking for leadership from their government and are not receiving it. So it's our job as Her Majesty's Loyal Opposition to press the government to get in line with Canadian values and to start working hard for Canadians on their issues and not lecturing them from a podium, telling them how good things are, and that they should hurry up and wait. People are at their kitchen tables making serious decisions right now. 1 out of every 5 is talking about skipping nutritious meals to be able to afford the other things in life. So we will not rest until Canadians start getting the support that they deserve. Now I have my colleague, Gérard Deltell, who will offer some of his thoughts en français. Gérard. Merci beaucoup, Dan. Bien le bonjour, Mesdames, Messieurs. Alors que toutes les familles canadiennes sont aux prises avec les problèmes de l'inflation, voilà que la ministre des Finances, plutôt que de leur donner de l'espoir et surtout annoncer de nouvelles mesures qui allaient aider directement toutes les familles canadiennes, a préféré faire un discours pour dire comment elle se trouve bonne. Et ça, c'est décevant. Les Canadiens ont besoin de répit. Les Canadiens ont besoin de regarder plus d'argent dans leur poche. Les Canadiens font face à une situation qui est désastreuse sur le plan des finances. Le prix de l'alimentation a augmenté d'au moins de 10 %. Le prix de l'habitation a augmenté dans certains endroits de plus de 35 %. Le prix de l'essence a presque doublé partout au Canada au cours des 2 dernières années. La situation est intenable au plan financier en raison de l'inflation pour toutes les familles canadiennes et on a vu encore une fois un gouvernement qui a présenté des mesures réchauffées et aucun espoir pour donner plus d'argent dans les poches des contribuables. Nous rappelons que nous, les conservateurs, avons proposé depuis des semaines, voire même des mois, le gel, sinon même baisser les taxes concernant, entre autres, l'essence. Et comprenons-nous bien, là, quand on parle de baisser les taxes de l'essence, ce n'est pas pour aider l'industrie pétrolière ou je ne sais pas quoi, ça touche tout le monde. Baisser les taxes quand on met l'essence dans ce n'est pas juste uniquement une question du gaz qu'on met dans le char, ça a un impact sur toute l'économie. Les gens qui pensent que c'est juste le pétrole qu'on met dans les essences parce qu'il y a des gens qui conduisent des autos à l'essence, c'est faux. Parce que la nourriture que l'on reçoit, les biens dont on a besoin sont transportés et donc ça a un impact direct là-dessus. C'est pourquoi donc nous continuons de demander au gouvernement de baisser les impôts, de baisser les taxes, entre autres sur le pétrole, comme l'a fait d'ailleurs l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Australie, la Corée du Sud, des pays amis qui sont aux prises au même problème que nous, mais eux donnent un répit à leurs contribuables en baissant les taxes. En terminant, je tiens quand même à souligner le sens de l'humour de Mme Freeland, et je le dis de façon très sarcastique, parce que Mme a eu le
culot, disons-le comme ça, de se définir comme étant un hawk, hein? Quelqu'un qui est très rigoureux en matière de gestion des finances publiques en disant qu'elle allait faire encore plus attention aux dépenses. Tout à fait ridicule et inacceptable. Jamais dans l'histoire on n'a eu un gouvernement qui se moquait littéralement du contrôle des dépenses publiques. Et la ministre Freeland, aujourd'hui, a le culot de dire aux Canadiens, « Moi, je suis le hawk de la gang, moi, je suis le faucon de la gang, je vais continuer à bien gérer ça. » C'est totalement ridicule, inacceptable et insultant pour les Canadiens. Merci. Mr. Albas, can I ask you, the minister talked about inflation being a global phenomenon. So I'm wondering, do you think that there are limits on what the government can do to respond to this, given that it is being seen around the world? Yeah, so I would respond simply that other G7 countries, for example, Germany has a highly industrialized economy and relies heavily on Russian oil and gas. And they have put forward a $16 billion program to deal with fuel costs. So these are the things that other countries are doing. If you look at the United States, President Biden has opened up their strategic reserve to help with rising fuel costs because gasoline is one of the major inputs on inflation. Trevor Thome, an economist from the University of Calgary, has said that in April, the Alberta economy actually saw inflation go down compared to the rest, or I should say it reduced inflation compared to the rest of the country. Why? Is because the Alberta government introduced a tax relief at the pumps by reducing their gas taxes. Again, gasoline is a key input into the economy. Doug Porter, chief economist of the Bank of Montreal, has said that he is concerned that inflation will become entrenched if we continue to have these high energy prices. So this is the reason why other G7 countries are trying to not just protect their consumers from these high costs, but they're actually trying to protect their economies by reducing inflation, by reducing the price, a key input of the economy of gasoline. So again, we've seen the Alberta government do it. That's why Conservatives have been calling for a cut to gas taxes. The GST, for example, is something that can be taken right off at the pump, and Canadians will see that. That will help them to deal with some of the short-term issues when it comes to groceries. But look, this government has basically said, just hurry up and wait. Eventually, we'll get you with these programs that are being indexed. Canadians don't want a government that will sit back and wait. They want a government that is actually going to burn the midnight oil, literally, trying to make life more affordable. Another key thing that they could do today is they could reverse the 2017 budgetary changes done by the former Finance Minister, Bill Morneau, when it comes to both user fees and a tax escalator on beer and spirits. So every single user fee by the Government of Canada, from port fees to national parks, goes up by inflation. It's pegged to inflation. They could stop that and then therefore stop the increasing inputs that Mr. Porter is talking about, where inflation becomes entrenched and it becomes something that's much harder for the Bank of Canada to do. Look, we've talked to the government about its inflationary spending. They're spending money that we don't have. And even the government has said in its own budget that they actually say that there are some things that they can cut. But they're not doing that. They're not acting for Canadians. Instead, we are receiving lectures on inflation, not action. You mentioned Germany. One of the things another European country, the UK, has done is put an excise, windfall profits tax in place, something that Mr. Singh has proposed. Is that an idea that the Conservatives could support to deal with inflation? So again, we have to be very careful because the UK does have some oil and gas that they use for themselves. Again, they are not an exporting country. And one of the things that we are concerned of right now is that the oil and gas companies will not take those monies and reinvest into their operations. This is an opportunity. Look, the G7 leaders just met a little while ago and said, let's increase production. Yet here in Canada, we do not see the government trying to do that. Other than the Bay du Nord project, there is so much that we can do to try to get our oil and gas to help with the problems today. Where are the Americans going right now to replace their Russian oil imports? They're looking to Venezuela, Saudi Arabia. Those are terrible, terrible regimes. We should not trade one large authoritarian country like Russia down to a tin pot dictatorship like Venezuela. That's bad. Canada should be stepping up to the plate. We should be trying to reduce energy costs for every consumer in North America to deal with these issues. A few economists earlier, most of them would agree that the best way to deal with inflation is by raising interest rates. Are you comfortable with the Bank of Canada continuing to raise interest rates despite the fact that it would have an impact on mortgages and other people who are borrowing money at this time?
Bank of Canada has a terribly difficult job, and many critics have voiced out that they should have been raising interest rates earlier, but interest rates, especially large ones, like we saw the Federal Reserve take yesterday, is going to make it more challenging. And again, whether or not they have a soft landing or a much harder one, these are complicated issues. And that's why the government should be trying to reduce its discretionary inflationary spending and not making things worse. Again, reducing the gasoline taxes, reducing the, again, on user fees, the automatic escalator that's linked to CPI. These are common sense solutions the government could do, even on a temporary basis, to help curb inflation. Instead, it's hands off by Chrystia Freeland. Don't worry, it'll eventually come once those indexed support programs catch up with inflation. Monsieur Deltell, là-dessus, peut-être justement, là, on a entendu le discours de Mme Freeland. Je comprends que vous avez d'autres moyens, vous attaquez à l'inflation, comme la baisse des taxes, mais est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, l'indexation des prestations, qui pourrait aider un peu, selon vous, à s'attaquer à la situation actuelle? La préoccupation première des Canadiens actuellement, c'est qu'ils voient que l'argent qu'ils ont dans leur poche leur permet moins d'avoir accès aux biens et aux achats qu'ils veulent faire. Donc, l'idée, c'est de leur laisser beaucoup plus d'argent dans leur poche. La politique la plus efficace pour justement donner plus d'argent dans les poches des gens, c'est de baisser et voire même d'éliminer, dans certains cas, des taxes sur lesquelles ils sont confrontés à tous les jours. Parce qu'il y a une espèce d'effet pervers derrière tout ça. C'est que quand il y a de l'inflation, évidemment, les prix augmentent, donc la taxation qui est à 5 dans certains cas, dans d'autres, mais fait en sorte que ça augmente les revenus du gouvernement. Alors, on peut comprendre qu'un gouvernement à courte vue, gourmand et glouton, comme l'est l'actuel gouvernement, va dire, tiens, youpi, on fait plein de sous grâce à l'inflation, mais c'est odieux parce qu'on le fait sur le dos des familles canadiennes et particulièrement des plus humbles d'entre nous, comme l'a si bien dit d'ailleurs le vérificateur général. Donc oui, pour nous, la mesure prioritaire, la mesure phare, la mesure cardinale demeurera toujours celle de réduire les taxes. On devrait investir plus pour des familles qui ont besoin de plus de soutien. On vous entend aussi dire on devrait contrôler plus les dépenses. C'est quoi la solution? Est-ce que investir dans l'économie, ça empire l'inflation? Bien, il est évident que lorsque vous dépensez sans compter, comme le fait l'actuel gouvernement depuis 7 ans, et ça a son importance et ça a son influence. Souvenons-nous, et là, je sais que je vais partir un petit peu de loin, mais c'est important parce que si on est ici aujourd'hui, c'est en raison du fait que ces gens-là sont là depuis 7 ans. Souvenons-nous que ces gens-là, en 2015, s'étaient fait élire en disant 3 petits déficits et 0 en 2019. Ça a été exactement le contraire. Ça a été 4 gros déficits qui augmentaient d'année par année. Et quand est arrivé les problèmes économiques générés par la pandémie, bien voilà que plutôt que d'avoir l'espace nécessaire pour agir, bien au contraire, ils ont dépensé encore plus. On comprend qu'en situation de crise, il faut agir, bien entendu, puis qu'on fait des dépenses qui sont imprévues, ça va. Mais il y a une tradition dans ce gouvernement-là de continuer à dépenser. Et quand vous dépensez, puis quand vous vivez au-dessus des moyens, c'est-à-dire que vous faites des déficits, donc vous dépensez plus d'argent que vous avez, ça génère inévitablement de l'inflation parce que vous mettez plus d'argent qu'il y en a de disponible. Résultat, bien aujourd'hui, le Canada fait partie des pays du G7 et de nos alliés où on a le plus haut taux d'inflation, alors que ces pays-là, eux, ont la bonne idée de baisser les taxes et d'aider les citoyens directement. Alors, je le répète encore une fois, vous parlez des dépenses. Moi, quand j'ai entendu Mme Freeland tantôt dire « I'm the hawk », c'est moi la faucon dans la gang. Voyons donc, elle rit du monde, quoi, cette madame-là? Es-tu consciente qu'elle est vice-première ministre d'un gouvernement qui, depuis 7 ans, n'a jamais contrôlé ses dépenses? Puis aujourd'hui, madame dit « Oui, on va faire ça sérieusement, c'est moi la faucon dans la gang ». Voyons donc, personne ne la croit. La Défense nationale vient de publier son total à lui concernant les factures du voyage de la gouverneur général au Moyen-Orient. C'est plutôt 80 000 au total pour 8 repas pour 46 personnes. En moyenne, c'est 218 par repas. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on devrait avoir le gouverneur général devant le comité comme proposé par le Bloc? Est-ce que la vérificatrice générale devrait jeter un œil à ses dépenses depuis juillet? Ce qui est certain, c'est que c'est tout à fait inacceptable de dépenser l'argent des contribuables de façon aussi effrénée. Alors nous, ce qu'on pense, c'est que malheureusement, l'exemple vient de haut. Bon, on sait que théoriquement parlant, la personne la plus haute dans l'État canadien, c'est le gouverneur général, mais on comprend que c'est plus symbolique, alors que celui qui est à la tête de l'État, c'est le premier ministre qui, lui, n'a jamais contrôlé les dépenses, puis on ne regarde pas les dépenses, la vie est belle. Bien, c'est pas surprenant de voir que des personnes en autorité dépensent autant, parce que l'exemple vient du cas du premier ministre. Mais là, les dépenses, on les coupe. Qu'est-ce qu'on coupe?
Pardon? Si les dépenses, il faut les contrôler, qu'est-ce qu'on coupe aujourd'hui? C'est ça la différence. La question n'est pas question de couper, il est question de respecter les dépenses, de contrôler les dépenses. Quand on a vu, rappelons-nous, il y a 2 ans à peine, là, on était dans la première phase de la pneumonie, mais de la pandémie, excusez-moi. Quand on commençait à sortir un peu la tête de l'eau pendant l'été, nous avons été les premiers, puis ça prenait un certain courage politique de le faire, nous avons été les premiers à sonner l'alarme comme quoi, écoutez, les étudiants qui sont payés pour rester à la maison plutôt que d'aller travailler dans les jobs d'été, ça n'avait pas de bon sens. Et nous avons eu le courage de soulever le fait qu'il fallait remettre les Canadiens au travail et non pas les laisser à la maison. Malheureusement, le gouvernement, il a dépensé, puis on se retrouve là aujourd'hui. Ce que l'on demande au gouvernement, c'est ce qu'il aurait dû faire depuis 7 ans, c'est-à-dire contrôler les dépenses, que d'ailleurs toute personne doit faire, et ce que toute famille doit faire lorsqu'on est en situation fiscalement qu'on est un peu serré, on contrôle les dépenses, mais eux, c'est au contraire. On ne regarde pas la dépense, puis let's go, c'est le parti. Mais là, ils ont annoncé plein de programmes. On coupe quoi? On réduit l'argent dans les garderies, on coupe quelles prestations? Parce qu'ils se sont engagés à des dépenses, lesquelles on annule. Alors, comme je vous l'ai dit, la priorité absolue de ce gouvernement-là, en plus de d'abord baisser les taxes des Canadiens, leur donner plus d'argent dans leur poche, arrêter d'être gloutons avec l'inflation qui fait en sorte que les revenus sont beaucoup plus élevés par les taxes et impôts, et particulièrement les taxes. Donc, ça donnerait plus d'espoir et plus d'argent dans les poches des contribuables, et aussi de contrôler les dépenses, que n'importe qui est responsable doit le faire, contrairement à ce que l'humoriste dit aujourd'hui ici devant Mme Freeland à Toronto. Alors, bonjour tout le monde. Gabriel Ste-Marie, porte-parole finance pour le Bloc québécois. Je viens donner mes réactions concernant l'énoncé économique de Mme Freeland au Empire Club à Toronto. Il n'y avait rien de nouveau dans son annonce. Dans le fond, elle a repris les grandes lignes de son budget, un petit peu de son projet de loi de mise en œuvre du budget. C'est inacceptable. Ça fait 1 an qu'on est aux prises avec le problème de l'inflation. Ça augmente mois après mois. Nous, au Comité des finances, on a commencé une importante étude à ce sujet en janvier dernier. À ce moment-là, on a invité la ministre à venir témoigner. On lui demandait jusqu'au 31 mai. Elle n'est toujours pas venue, donc elle n'est pas venue parler du problème de l'inflation. Selon nous, dans son budget, il n'y avait pas de mesures structurantes pour lutter contre l'inflation, pas plus dans sa mise à jour économique. Puis là, elle voit que c'est un grave problème. Puis, à quelques jours de la fin de la session parlementaire, bien, elle fait un discours où il y avait plus une inflation verbale qu'autre chose. Elle a commencé son allocution en disant être préoccupée par les hausses du prix de l'essence, hausse du prix de la nourriture, puis hausse du prix du logement. Puis franchement, dans le reste de son allocution, il n'y avait rien pour répondre aux personnes qui sont prises avec ces problèmes-là. Aussi, elle a rappelé à quel point l'économie performe bien. C'est vrai, mais elle n'a aucunement fait référence au risque de récession qui augmente actuellement, alors qu'au niveau mondial, on se préoccupe de plus en plus de ça. Donc, encore une fois, le gouvernement semble vouloir réagir en réaction une fois que les problèmes arrivent plutôt qu'en amont pour prévenir. Voilà, merci. Donc là, on est pris avec la situation qu'on connaît. On a des dépenses, on a de l'inflation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la mesure qu'on fait pour donner du sursis aux familles canadiennes? Il y a plusieurs mesures, mais grosso modo, à court terme, c'est soutenir les premières victimes. Par exemple, le prix de l'essence, on peut penser aux agriculteurs qui voient leurs factures exploser. On pourrait les soutenir, l'industrie du camionnage, les taxis, etc., les personnes en zone rurale. Au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a un soutien qui peut être fait aux plus démunis, etc. Excusez-moi, j'ai un peu de misère à me concentrer. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on peut aussi attendre comme préféré. Et puis, peut-être pour continuer, en lien avec, elle a fait mention, elle s'est référée à la pénurie de main-d'œuvre. Nous, on demande depuis longtemps, par exemple, de mettre un crédit d'impôt pour inciter les jeunes retraités qui désirent retourner travailler 1, 2, 3 jours par semaine à pouvoir le faire. Là, s'ils le font, ils se font couper de l'autre bord, donc ça revient à du bénévolat. Donc, il n'y a rien à ce niveau-là qui a été fait non plus. Au niveau des travailleurs étrangers temporaires et tout, on a toujours les mêmes problèmes, les mêmes problématiques avec le ministère de l'Immigration. Donc, il n'y a rien de nouveau qui a été annoncé ici, on s'en désole. Mais là, donc, qu'est-ce que j'en comprends, c'est qu'on veut faire des nouveaux programmes spéciaux, comme ciblés, en fait. Mais ça va pas
accentuer un peu le problème de l'inflation qui, à la base, de comme, mettre un peu trop d'argent dans l'économie? Oui, il faut faire... ces programmes ciblés, j'aimerais que vous précisiez lesquels, là, parce que moi, il y avait toutes sortes de petits trucs dans le budget, là, mais j'ai rien vu de... Solution, là, vous me dites... Oui, vous me dites... Bien, mais est-ce que ça augmenterait pas? Si on envoie beaucoup d'argent à tout le monde, par exemple, en baissant les impôts, à ce moment-là, on alimente le problème de l'inflation. Hein? L'inflation, c'est qu'il y a trop d'argent pour ce que les biens et services disponibles. Mais quand ce problème-là arrive, l'inflation, on peut, à court terme, mieux accompagner les premières victimes. Donc là, à ce moment-là, ça permet de les aider, des outils pour passer à travers la crise sans trop alimenter le problème de l'inflation. Puis un élément très important aussi, c'est face à ça, il faut avoir une vision à long terme. Comment augmenter la résilience de l'économie s'il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement, s'il y a des problèmes de hausse des prix des hydrocarbures, bien, on peut, par exemple, aider à transformer l'économie vers une économie verte, augmenter la productivité, produire plus avec moins de main-d'œuvre, etc. L'idée des conservateurs d'annuler la taxe sur la taxe, la GST, la taxe fédérale, puis la taxe sur l'essence aussi, la taxe carbone. Là, à ce moment-là, c'est nier la crise majeure qui reste la crise des changements climatiques. Il y a des efforts à faire. Nous, on dit qu'il faut davantage prendre le virage vert. Enlever ça, ça serait envoyer un mauvais signal. Donc ça, c'est problématique. Et si face à l'inflation, on ne fait pas de mesures ciblées, à ce moment-là, on risque d'amplifier le phénomène d'inflation puis que la politique mise en place soit inefficace. Excusez, c'est comme des gens qui nous suivent à distance. Donc, avec le discours, vous l'avez trouvé comment? Est-ce que vous trouvez que le gouvernement libéral y en fait assez pour répondre aux problèmes? Là? Bien, moi, ce que je vois là, depuis janvier, Mme Freeland est vice-première ministre, puis elle en prend beaucoup sur ses épaules. Elle s'est grandement impliquée, avec raison, dans le conflit de l'Ukraine, mais ça y fait beaucoup de chapeaux à porter. Puis nous, ce qu'on a vu, c'est que ça fait beaucoup de chapeaux à porter, puis ça devient difficile de bien s'occuper des finances. Il n'y a pas de délégation. Je ne peux pas faire affaire avec un ministre associé ou avec un secrétaire parlementaire pour débloquer des dossiers, des enjeux. On l'a invitée depuis janvier au sujet de l'inflation au comité des finances. Elle n'est jamais venue. Donc, ça y en fait beaucoup sur les épaules, beaucoup à porter. Ce que j'ai vu dans le discours aujourd'hui, c'est la même chose. Elle a ramené ce qu'il y avait dans le budget, puis dans le projet de loi de mise en œuvre du budget, puis ça manquait le bateau pour l'inflation, pour lutter contre l'inflation. Donc, il n'y avait rien de nouveau. C'est décevant. Elle en a beaucoup sur ses épaules, puis la réponse n'est pas là pour notre économie puis lutter contre l'inflation. Elle n'a pas assez de temps pour gérer son ministère. J'ai mal compris. Donc, au fond, elle n'a pas assez de temps pour gérer son ministère. Elle ne gère pas bien les ministères des Finances. C'est ma perception. Finances n'arrive pas en tête de priorité. Il y a son rôle de vice-première ministre, son rôle pour régler le conflit en Ukraine, qu'on salue, sauf qu'on a besoin d'une ministre des Finances à temps plein, puis ce n'est pas ce qu'on a actuellement. Dernière question pour mon collègue qui est avec les dépenses de la gouverneure générale, là, on a appris le montant par personne, on peut approximatiser ça, là, un peu moins de 300 $. Est-ce que vous voudriez convoquer la gouverneure générale au comité des finances, puis est-ce qu'on devrait avoir quelqu'un qui vérifie de façon continuelle ces dépenses? Oui, c'est difficile d'avoir le montant global des dépenses de la gouverneure générale puis de son équipe parce que c'est dispersé dans plusieurs ministères. Plus tôt aujourd'hui, mon collègue Alain Terrien est allé au comité des opérations gouvernementales, si je m'abuse, il est allé au comité des comptes publics déposer la motion pour convoquer la gouverneure pour répondre aux questions des parlementaires. Et puis les libéraux se sont opposés au consentement unanime. Donc la motion est là, elle pourrait être votée, mais ça ne sera pas à très court terme comme on le demandait, alors qu'on est aux prises avec un grave problème d'inflation. Il y a un risque de récession qui augmente à chaque jour. Puis, elle va dépenser 100 000 $ pour de la bouffe sur les avions avec sa gang. Voyons donc, c'est quoi ça? C'est pas responsable, pas du tout. Ça fait le tour de mes questions. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. So, I want to respond to the speech that the Minister of Finance is giving. The speech he's giving is supposed to help Canadians dealing with inflation. The reality is there is nothing new in her speech that's actually going to help people in a real way today. For a lot of Canadians, the only thing this speech will outline that's going to help them
is a $7 increase. For some Canadians, that's all they're getting. Looking through these flyers, there's not a lot you can buy in a grocery store for an extra $7. What we're calling for very clearly is that people are struggling. They are going hungry because they can't afford to buy their groceries. We're saying we need to give people between $500 to $1,000 in their pockets, and we've got a responsible way to pay for that that's not going to increase inflation, that's going to actually help people with the cost of living. People are hungry. People need help. And so our approach is, let's give people real help in a meaningful way, not an announcement that's going to give people less hope, that's going to make people feel cynical because it was supposed to help them. And the outcome is, for a lot of Canadians, the only concrete thing they're getting from this announcement from the Minister of Finance is $7. It says that there's $8.9 billion put together in the last two budgets that's going to be rolling out in the coming months. You don't think that that's going to make any difference at all? Well, we know right now people can't afford their groceries. They can't afford to put gas in their tanks. And they're worried, not worried, Canadians are telling us they will lose their homes if the interest rates continue to rise. And I'm talking about money in people's pockets. Even though they're announcing a huge sum, money in people's pockets. For a lot of Canadians, the only money they're receiving is $7 because of the index increase to the GST tax credit. For a lot of Canadians, $7 is all they're going to see from this speech. And I look at these flyers, and I'm trying to look through and see what is $7 going to help a family with. Not a whole lot. You can barely buy a liter of milk and a loaf of bread for $7. So this is a serious concern that there is not the urgency that's required to respond to what Canadians are going through. They're telling us 1 in 4 are going hungry, 1 in 4 are going to lose their homes. This is serious. People need help, and that's why we're saying let's send people help. Economists agree. $500 to $1,000 in a really controlled way, in a really specific way. The windfall for the GST is a way for us to pay for the increase in GST tax credit. Taxing the excess profits, the windfall that some large corporations are enjoying, economists agree. That's taking money in the system and redistributing to those who need it most so they don't feel the pain of this inflation. Because the minister talked today about the Bank of Canada being the main driver in bringing down inflation through raising interest rates. Are you concerned about the bank raising interest rates to try to bring down inflation, but raising costs for people who have mortgages or are holding debt? Absolutely, and I really want to take this on. Why is it that the only solution proposed to deal with the rising cost of life is to increase inflation? That is the standard approach that economists take. That approach means families are going to hurt. That is what it means. It's not going to affect someone who's a wealthy Bay Street investor. It's not going to affect the billionaires. It's not going to affect the millionaires. It's going to affect families. Everyday families are going to see their mortgage payments go up, their car payments go up. So the solution to the rising cost of living, which is hurting families, is to hurt them more? That is ludicrous. What we're saying is there's other solutions. Progressive economists are saying there's better ways for us to do this. What we can do and what we should do is there's enough wealth in the system now. Let's redistribute it to the people who need it, to families, to everyday families that are hurting. Let's redistribute it to workers that need help now. There's a windfall that large corporations are experiencing. In fact, some of the highest profits we've ever seen are being enjoyed right now by the corporate sector in Canada. Let's actually make sure we put money into the pockets of Canadians, to families, instead of allowing what's the current inflation, a fourth of it is contributed to by corporations simply raising their prices, making excess profits. So are you saying then that you don't want the Bank of Canada to raise interest rates? Is that what you're saying in that answer then? Well, I'm saying that if that's the only solution to deal with the cost of living going up, that's just going to hurt people more. What we're proposing is real solutions that actually don't hurt families. Because why is it that the standard approach in a time when we're dealing with the rising cost of living is an approach that's going to hurt families more? Why not take a better approach? And there are other approaches, and that's why we're laying out a path where economists agree. If we want to actually lessen the pain that people are feeling, let's redistribute some of the windfall. The GST revenue for the government has gone up because of inflation. But if we redistribute more GST tax credit to people who need it, to families, to everyday folks, we're going to help them deal with the pressure of the cost going up, increase the child benefit, that's going to help families. That's a way to actually lessen the burden of the cost of living going up, rather than the standard approach, which is just to increase inflation, which is only going to make the situation even worse. You talk about those economists, the same economists also, the vast majority of an agreement that the key way to deal with inflation is to raise rates. I'm just strictly on that. Are you comfortable with the Bank of Canada continuing to raise interest rates? What I'm not comfortable with
is if raising the interest rates is the sole solution, it's only going to hurt people more. And it cannot be the sole solution because it's just going to mean people that are saying they can't afford their groceries, people that are going to lose their homes are going to be worse off. And what I'm saying is that's why government has to step in and do more than just that. They can't just say, though, Bank of Canada is increasing interest rates, don't worry, inflation will come down. No, that's going to cause a lot of pain. And where we have to step up and say, that has been the step that's been taken in the past, and we know what happens. Working families, everyday families are hurt by that. To avoid that pain and to not contribute to inflation, redistributing some of the wealth that's in the system is a real way that will lessen the burden on families and not contribute to inflation and lessen the pain. At what point in time does inaction on inflation impact the deal that you have with the Liberals? This is a serious concern right now, and we're raising it very seriously. Everything that we see moving forward is always a scenario for us to reevaluate whether we want to continue working together. We want the deal to work because we want to help people, but we also know people are hurting right now, and they're feeling the pain of the cost of living, and they need help. So we're going to use our platform to push this government to get help to people. Vos mesures semblent peut-être donner un coup de main aux gens à court terme, mais ça n'attaqueront pas l'inflation. Ça ne va pas faire diminuer l'inflation de redonner cet argent-là aux gens. L'inflation va continuer de monter. Comment on s'attaque à ça si ce n'est pas en baissant les taux, en montant les taux d'intérêt? Je veux clarifier un point. Je comprends l'approche traditionnelle d'augmenter le taux d'intérêt, réduire l'inflation. Mais si c'est la seule étape qu'on prend comme pays, le résultat va être les familles, les travailleurs vont être dans une pire position. Et ça, c'est pourquoi je dis qu'on doit faire des autres choses aussi en même temps. Ce n'est pas acceptable de seulement laisser les taux d'intérêt augmenter sans avoir aussi des autres actions pour réduire la pression sur les épaules des familles qui ont de la misère à ce moment à rejoindre les deux bouts. Et ça, c'est pourquoi je propose une solution claire. On peut augmenter l'aide financière directement aux gens en utilisant les profits excessifs qui existent dans le système maintenant, redistribuer cet argent. C'est une façon qui ne va pas augmenter l'inflation, mais qui va réduire la pression sur les épaules des familles. Tout en montant aussi parallèlement les taux d'intérêt de la banque. Et encore, je veux dire, la solution proposée par les libéraux, c'est effectivement pour une grande majorité, pour un grand nombre de Canadiens, c'est d'augmenter l'aide financière seulement 7 $. Et quand je vois les coûts pour l'épicerie, 7 $ ne fait grand-chose pour aider les familles. C'est quelque chose dans le discours de Mme Freeland qui, selon vous, va aider les gens? Ça, c'est le problème. Même si vous soutenez quand même son budget, il n'y a rien là-dedans qui va aider les gens? Ce qu'ils ont annoncé, c'est effectivement une réannonce des anciennes mesures. Aucune nouvelle mesure qui va aider les gens aujourd'hui. Et un exemple que j'ai donné, c'est dans le discours, c'était pour un grand nombre des gens, c'est seulement 7 $ de plus dans le prochain. Ça, c'est ce qu'elle a annoncé. Et je dis 7 $ dans ce que j'ai vu, ça n'aide pas beaucoup les gens. 7 $, c'est difficile de voir comment ça va aider les familles qui ont de la misère à acheter les épiceries. Mr. Singh, on Saturday's events, you're calling for an independent investigation. Why is that? On Saturday's events, remind me which events you're referring to. When police arrested 2 men and it appeared to be a bomb scare that was not true, you said you want an independent investigation? Yes, 2 things. One, what information was relied upon? Why was it that 2 Sikh men with no antecedents, no evidence of any sort of threat to Canadians were treated with such severity, arrested, handcuffed, strip searched, clothing removed? That's what happened based on what evidence? A hoax call? And then in contrast to that, we had an occupation where folks showed up here and harassed and intimidated and threatened and ruined the lives of Ottawa residents for months. That response was a complete underwhelming response on the part of the police, and this is an overreaction based on what? And so we want to know what evidence was used. The person that called in that hoax, are they being charged? That's a criminal offense, it's a mischief offense to make a fake claim of someone being a threat, causing police resources to be used, causing people to be worried about their safety, worried about their lives. So this is something very serious. We want to understand why that happened.
what steps were taken to get to that point and why the police reacted in that way. And I'll be very clear, the Ottawa police overreacted in a very irresponsible way. It sounds like you're suggesting a racist double standard. Well, there's clearly a horrible standard, a double standard, when we saw people that legitimately ruined the lives of Ottawa residents, hurt people, harass and threaten people, were in a lot of ways coddled by the police. And then we see two men peacefully raising concerns about legitimate human rights violations that occurred in their country of origin. And they are met with such severe police interaction, arrested, strip searched. I mean, that's pretty horrible. There's clearly something going on here that needs to be evaluated. Trust to do this independent investigation? Well, I mean, the police should do the work around looking at who made the call and why that call was followed. That person that made the call that was a hoax, that person is very much susceptible to a criminal charge for doing that, so that's something that should happen. And then at the federal level, we need to know what information was called in. There's some suggestion that the CBSA might have provided information. We need to know what that information was, where that came from, and so that's something that we're going to look to see some answers for. Dernière pour vous, M. Singh, sur le voyage du gouverneur général au Moyen-Orient. Les nouveaux chiffres qu'on me donne aujourd'hui, 80 000 $ pour 46 personnes pour 8 repas. C'est en moyenne 200 $ par personne, par repas en fait. Vous en pensez quoi? Croyez-vous que la gouverneure générale devrait témoigner de ça devant le comité comme le Bloc le demande, ou que la vérificatrice générale devrait enquêter sur ces dépenses-là? Je pense que dans un moment où j'ai juste parlé de la difficulté pour les gens d'acheter les épiceries, dans ce temps, les Canadiens soulèvent des vraies questions. Est-ce que c'est un bon montant? Est-ce que c'est une bonne utilisation de nos argents publics? Ce sont des fortes questions, des questions qui ont des raisons, et je pense que les Canadiens doivent avoir une réponse. Merci. Merci. Thank you. The Saturday arrest of a couple Sikh men in Ottawa? Yeah. Just got to ask you, because Mr. Singh and Mr. Lemeni have spoken about it. I believe that the 2 to 3 men who were arrested, somewhere during their arrest, had their turbans removed and searched. That's what I heard, yeah. I just got to ask you, as a member of the Sikh faith, what you've heard about. What do you think? Is that a good thing? I'm very disappointed that they had to go through that. I'm more curious about where did this information come from. Was the information considered to be more credible because of who it was or what they looked like? I think these are some questions that need to be answered. And if that falls onto Ottawa Police, then I think they need to seriously, fully look into this. I think it sets a dangerous precedent for the future as well. And also, what type of information are we believing? If you start to believe everything, then the really important stuff is going to get missed. So I think it's something that should be looked into, definitely. My only follow-up, and I ask this delicately, is if you are a security official and you are taking someone into custody, you generally want to search their person for any sharps or anything. So is there a way to do that the right way or wrong way? I just don't know why I'm asking. Exactly. So I think there's a way to do that, and I think you should also, assess the kind of the threat level as well, and also what situation you're in. So I think it really goes back to how credible was this information, and and where did it come from? And I think that's the top question, and then everything else will sort of fall into place. But if we really figure out where's that coming from, they said, from what I read in the papers, it came from the border. So I think there needs to be some investigation of where's this coming from, why was it believed so strongly, why did they think it was credible? I think it warrants an investigation. Perfect. Thank you for stopping. Appreciate it.